À l'une de l'actualité, journée porte ouverte au bureau du médiateur de la République. Cette journée vise à mieux faire connaître au grand public les missions et le rôle du bureau du médiateur de la République. Une journée est également organisée au niveau des 7 délégations régionales des services du médiateur de la République. Pendant le ramadan, certaines familles préparent le même jour pour la rupture plusieurs repas, de la bouillie, de la soupe, du poisson, du poulet, du riz. Nous constatons des fois que le reste de la nourriture se retrouve dans la poubelle car après la rupture, les jeûneurs n'arrivent pas à manger tout ce qui a été préparé. On en parle dans ce 20h avec Koumba Sissé. Illégal et illégitime, ces deux mots sont sur toutes les lèvres. C'est le sujet de notre chronique Un jour une formule. Les deux termes reviennent très souvent dans les discours des animateurs des arènes politiques ou diplomatiques de chez nous et même d'ailleurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Le gouvernement prépare activement son passage devant le CNT pour faire le point des avancées dans l'exécution du programme d'action gouvernementale. La réunion était présidée par le Premier ministre avec la participation de l'ensemble des membres du gouvernement. Le point avec Alousseni Touré. C'est le 21 avril prochain à partir de 9h que le Premier ministre passera devant le Conseil national de transition. L'exercice consistera à répondre aux préoccupations relatives à l'exécution du programme d'action gouvernementale. L'exercice auquel nous allons nous livrer, il s'agit d'avoir toute la matière première pour pouvoir répondre à toutes les questions. Naturellement, ce qui vient à l'être tout de suite en tête, c'est la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale adopté le 2 août 2021. Les différents axes, comment ils ont été mis en œuvre. Et quand on est avec les parlementaires, ils sont libres d'intervenir sur n'importe quel sujet. Je rappelle que la première force de cette transition, c'est qu'on a pu faire comprendre aux Maliens ce que nous faisons. Il s'agira pour les différents ministres de préparer chacun en ce qui le concerne les dossiers pouvant constituer des points d'intérêt pour les parlementaires. Mais je crois que la trame du débat doit être d'abord ce que nous allons dire. C'est important et c'est ça qui va être écouté en première ligne. Qu'est-ce que nous avons fait par rapport aux différents axes? Qu'est-ce qu'on a fait? Diminution du train de vie de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait dans tel dossier sur lequel on a dit qu'il y a eu ceci, il y a eu cela? Tous ceux qui ont des dossiers sur lesquels il y a des polémiques, il faut me faire des notes pour que je puisse répondre parce que ce n'est pas le ministre qui va répondre là. Bien sûr, plus tard, les ministres auront le loisir, on va organiser des séances de passage à l'ORTM pour qu'on maintienne notre opinion publique en haleine, totalement informée à toutes les étapes. Le gouvernement dispose d'une semaine pour peaufiner les dossiers qui seront réunis en un seul document qui servira de base pour la présentation. Nous vous l'annoncions hier, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu 2 délégations. La mission de la Croix-Rouge est venue expliquer au Premier ministre ses missions et ses opérations sur le terrain. Cette structure appuie près de 2000 ménages de déplacés des régions de Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou pour une enveloppe d'1 milliard de francs CFA. Quant à la délégation de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union des élèves et étudiants du Mali AMSUNEM, elle est venue apporter son soutien à la transition tout en abordant les questions scolaires, sécuritaires et de gouvernance. Reportage Adamo Djimdi. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union des élèves et étudiants du Mali AMSUNEM apporte sa contribution aux efforts de construction nationale. C'est pourquoi elle est venue rencontrer le chef de gouvernement, Choguel Kokala Maïga, pour lui notifier son soutien à la transition et évoquer les questions d'intérêt national. Axé sur le problème des enseignants, l'État doit tout mettre en œuvre pour régler le problème des enseignants avant la levée de l'embargo. Le second point, nous avions rencontré non seulement l'ambassadeur Rouillé en 2012 et l'ambassadeur Joël pour attirer l'attention du fait que nous, les Maliens, nous ne sommes plus d'accord avec la politique française au Sahel, notamment la duplicité des hommes en tenue, c'est-à-dire les militaires français, face aux FAMA. Et que l'opinion malienne risque de changer en défaveur de la France.
Aujourd'hui, Choguel a reconnu être un ancien de l'UNEM. Il a participé à la grève de Boniface. Aujourd'hui, il nous a dit réellement ça, en étant au pouvoir, qu'il s'est rendu compte de ce qu'est l'AMSUNEM en tant qu'amicale pour le Mali. Il faut un chronogramme pour sortir de la crise parce que les Maliens souffrent. Nous devons travailler tous à faire avancer le pays. C'est le Mali qui doit être au centre de nos préoccupations. Toutes les considérations d'ordre idéologique, d'ordre historique, nous ont trop divisés. On peut polémiquer, mais ça ne nous empêche pas de perdre de vue l'essentiel. Concernant l'apaisement social, j'ai suivi ce que vous avez fait comme action, je le salue. Concernant l'embargo, soyez rassurés, nous sommes sur la même longueur d'onde. Si vous voyez qu'on est allé de 5 ans à 24 mois, c'est le sens de la souplesse. Aujourd'hui, le gouvernement de transition a gagné un pari, c'est que personne ne discute plus le fait que la transition ne peut pas se résumer à des élections. Il faut des réformes. Ça, c'est une première marche. La deuxième marche, le débat entre nous et la CEDEAO, c'est entre 16 mois et 24 mois. C'est 6 mois. Il dit donc certainement que vous allez trouver un terrain d'entente d'ici un mois. Donc, ce qui reste à discuter n'est pas beaucoup. Quant à la mission de la Croix-Rouge malienne, elle a expliqué son mandat et ses opérations humanitaires à travers le pays. L'objectif de cette rencontre, c'est d'abord de féliciter le Premier ministre pour toutes les actions sanitaires qui sont en train d'être menées aujourd'hui au bénéfice des populations du Mali, mais aussi d'expliquer la mission de la Croix-Rouge, les opérations, les interventions de la Croix-Rouge, et réitérer notre engagement en tant qu'organisation humanitaire à continuer à appuyer en tant qu'auxiliaire du pouvoir public les actions de l'État sur toute l'étendue du territoire, notamment dans le domaine humanitaire. Par rapport aux déplacés, aux réfugiés, aujourd'hui, nous sommes très engagés à assister ces populations-là. On est en train de distribuer près d'1 milliard de francs CFA aux populations déplacées dans les régions de Gao, dans les régions de Tombouctou, Mopti et Ségou. Les deux interlocuteurs du chef de gouvernement ont félicité les autorités de la transition pour l'effort de redressement du pays en cours. Journée porte ouverte organisée par le Bureau du médiateur de la République. Elle vise à mieux faire connaître au grand public les missions, le rôle du Bureau du médiateur. Cette journée se tient à Bamako et au niveau des 7 autres délégations régionales des services du médiateur de la République. Boubacar Sissoko pour le reportage. Peu de citoyens maliens connaissent les missions et le rôle des services du médiateur de la République. C'est pour combler ce vide que cette institution a initié une journée porte ouverte pour se rapprocher davantage des usagers. Cette communication vise une médiation de proximité. C'est dans le cadre de la stratégie de communication que j'ai adopté un plan stratégique en 2021 pour faire connaître davantage les services du médiateur et résorber le déficit de communication et de visibilité des services du médiateur de la République. C'est l'occasion également d'interagir avec le grand public sur la vie de l'institution et c'est en même temps l'opportunité pour partager ma vision de la médiation qui s'inscrit dans le cadre d'une médiation de proximité. Et cette journée est organisée simultanément ici au siège et au niveau des 7 délégations territoriales que comptent les services du médiateur de la République à Kaï, à Koulikoro, Ségou, Mopti, Sikasso, Gao et Tombouctou. C'est en même temps aussi l'occasion de partager avec les organisations de la société civile et les partenaires qui nous accompagnent sur notre vision et notre rôle dans le cadre de la consolidation de l'état de droit, de la promotion des droits humains. Cette journée porte ouverte est un tremplin pour le public de s'informer sur les services du médiateur de la République. La formation ne se fait pas uniquement entre 4 murs. Souvent, il est important de sortir et de découvrir ce qui se passe réellement dehors, c'est-à-dire les réalités du terrain. Et cette sortie rentre dans le cadre d'une activité que nous appelons culture générale. Et dans ce sens-là, c'est important pour nos étudiants de sortir, pour connaître plutôt les différentes institutions de la République, leur rôle, leur mission, surtout leur importance. Le médiateur de la République est un recours pour les citoyens et un conseil pour l'administration. L'une des actions phares des services du médiateur de la République est l'espace d'interpellation démocratique qui se tient le 10 décembre de chaque année. Bon, avant de continuer...
Après l'étape de la Guinée-Conakry, la délégation du Conseil économique, social et culturel était à Malabo, en Guinée équatoriale, ce mardi, dans le cadre de l'élaboration du recueil annuel 2022, les attentes, des problèmes et des besoins de nos compatriotes établis à l'extérieur. La délégation est conduite par Amadou Sanoussi Dafé, vice-président du Conseil économique, social et culturel. Il faut noter qu'au terme de la rencontre, la communauté malienne a remis à la mission un trophée pour le colonel Assimi Goïta, président de la transition, pour son engagement pour le Mali. Elle a réaffirmé sa forte volonté à accompagner le processus de refondation en cours de notre pays. Également en image, l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, Amadou Opacham, a présenté ses lettres de créance à Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Au cours de leur échange, le nouvel ambassadeur du Mali a informé la directrice générale de l'UNESCO de l'appréciation positive des plus hautes autorités de la transition, de l'appui multidimensionnel apporté au Mali par l'UNESCO. Encourager l'enseignement scientifique chez les filles à travers l'octroi de prix aux 50 filles ayant obtenu les meilleures notes dans les disciplines scientifiques au DF 2021, option arabe. Telle est la vision des responsables du département de l'éducation nationale, une première du genre dans notre pays. Cette initiative vise à faciliter l'accès des filles à un enseignement bilingue de qualité afin de les orienter dans les filières scientifiques. Le reportage de Inaba. Cette remise est une manière d'encourager les filles à embrasser les filières scientifiques. Pour cela, 50 filles admises au DF 2021 option arabe ont reçu chacune un ordinateur portable, une calculatrice, des manuels scientifiques et une bourse d'entretien de 25 000 francs CFA par mois pendant 9 mois de l'année scolaire 2021-2022 et 2022-2023. Initialement, il était prévu de primer par an les 10 meilleures filles à l'issue du DF, option arabe, pendant 5 ans à partir de 2017. Ainsi, le Centre national des examens et concours de l'éducation, sur la base de la moyenne de notes obtenues dans les matières scientifiques au DF 2021, a établi la liste nominative par ordre de mérite des 70 meilleures filles, les 50 premières et 20 au compte de la liste d'attente. La donation entre dans le cadre du projet d'appui à l'éducation bilingue de base, un projet financé par la Banque islamique de développement à travers le Fonds de solidarité islamique. Il vise à élargir l'accès et améliorer la qualité de l'enseignement bilingue au Mali. Aujourd'hui, nous vous célébrons au nom de toute la République par vos résultats à l'école. Demain, vous serez davantage célébrés lorsqu'en tant que femme et travailleuse, vous aurez accompli des prouesses dans les domaines de la chirurgie, de la télédétection, de l'aéronautique et j'en passe. Sachez que vous n'avez aucune limite si ce n'est vos doutes. Dépassez donc vos doutes et allez de l'avant. Vous pouvez compter sur mon accompagnement. Ces lauréates ont obtenu les meilleures notes dans les disciplines scientifiques à l'examen du DF 2021 en mathématiques, physique, chimie, biologie, option arabe. Nous sommes très contents et encouragés par cette cérémonie de reconnaissance qui fait honneur au MEDERSA et à la scolarisation des filles au Mali. Nous vous donnons l'assurance que ces prix seront utilisés de la meilleure manière possible pour nous permettre de réaliser nos rêves de futures femmes scientifiques. Le secrétaire général de l'Union nationale des médersa arabo-islamiques a formulé des recommandations, notamment la création d'une direction ou une cellule pour l'éducation bilingue au Mali. Rencontre du comité scientifique de l'école de maintien de la paix à Alioune Blondin Beye de Bamako. Le comité va un comité multidisciplinaire qui a pour vocation d'évaluer la faisabilité d'un projet de recherche soumis à son approbation. Reportage à Nouhoum Sissoko. La nouvelle vision de l'EMP-ABB, École de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, est d'assurer un rôle de centre régional et continental en matière de formation, de recherche, d'analyse et d'apprentissage dans la prévention et la gestion des conflits afin de relever les défis liés à la paix, à la sécurité et au développement. Cette ambition de l'EMP a favorisé la mise en place du CARES, Centre d'analyse et de recherche de l'espace sahélo-saharien Modibo Goïta, spécialisé dans la recherche et la formation universitaire,
conformément à la mission de l'école. Cet atelier se penche sur le projet de création au sein du CARES, du comité scientifique de l'école. Pour qu'un projet ou un programme soit considéré comme scientifiquement viable et reconnu comme tel dans le milieu scientifique, un comité scientifique doit l'encadrer et se prononcer afin de s'assurer principalement du bien fondé scientifique des dits projets et programmes. La création du comité scientifique du Centre d'analyse et de recherche de l'espace sahélo-saharien obéit ainsi à cette nécessité. C'est pourquoi nous avons voulu impliquer activement la communauté scientifique pour nourrir la réflexion et faire de ce comité une référence. Il s'agit pour les experts venant de la trentaine de structures de passer en revue le projet de création du comité scientifique de l'EMP-ABB pour la prise en compte de leurs observations, propositions et suggestions pour sa validation. Il est temps que le milieu intellectuel sorte de la léthargie sur les questions géopolitiques et géostratégiques pour éclairer les décisions politiques. Il n'y a pas de grande décision politique sans grande production intellectuelle sous la forme d'analyse critique et de mise en perspective. Et les solutions les plus durables découlent d'abord et avant tout d'une compréhension et d'une parfaite maîtrise des questions que l'on aborde. Le comité scientifique de l'EMP-ABB sera pluridisciplinaire et se fixe comme mandat l'évaluation de la faisabilité sur le plan scientifique d'un projet de recherche soumis à son appréciation. Ouverture ce matin à Niamey au Niger des travaux de la 52e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique OHADA. Le Mali, qui assure la présidence sortante de l'organisation, se félicite de son bilan qui a permis à l'OHADA de renforcer ses capacités opérationnelles. Le Mali, à travers le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a participé par visioconférence à cette rencontre présidée par le Premier ministre du Niger. Le compte-rendu de Moribo Madiko. Comment franchir un palier de plus dans l'harmonisation du droit des affaires? La question est au centre de cette session de l'orientation mise en place en Afrique à cet effet. Pour cette 52e session de l'OHADA qui se passe au Niger à Niamey, 17 pays parmi lesquels le Mali par visioconférence se retrouvent pour baliser les terrains en vue d'un bond en avant dans la promotion économique des États. Les ministres feront pour cela les points des actions menées au cours de l'année 2021, celle de la présidence malienne de l'organisation. Nous avons aussi organisé les rencontres régionales des pays de l'Afrique centrale et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pu aussi, pendant cette période, abriter les travaux du jury de sélection des juges. Il faut noter aussi que nous avons ouvert beaucoup de chantiers qui sont en train de se poursuivre, notamment l'étude d'impact économique de l'OHADA. Il y a beaucoup d'actes uniformes qui aussi sont en train d'être révisés, notamment l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement. Et nous avons exploré aussi d'autres actes qui peuvent permettre à l'OHADA de mieux fonctionner, et notamment l'acte uniforme sur les transactions électroniques, ainsi que l'acte uniforme sur le droit international privé pour gérer les conflits de loi. Des activités destinées à hisser l'OHADA à hauteur des missions et lui assurer son rayonnement international, ce qui facilite du coup la tâche du Niger qui prend les relais au Mali à la faveur de cette session. Pour la deuxième fois, notre pays, le Niger, assure la présidence de l'OHADA. Je mesure les enjeux et la portée d'une telle charge dans un contexte marqué par des défis multiples. Aussi voudrais-je vous assurer que le gouvernement de la République du Niger mèneront toutes les actions de nature à renforcer au plan opérationnel l'OHADA. À l'ordre du jour aussi de cette 52e session, la question financière de l'OHADA, son fonctionnement et celui de ses institutions. Cette session se passe à un mois où la situation financière de l'organisation n'est pas des plus reluisantes. L'OHADA table pour l'améliorer sur les modes de financement innovants. Mais le secrétaire permanent de l'organisation s'est fait aussi un devoir de rappeler aux États membres les paiements de leurs cotisations. Le Mali, il faut le noter, fait partie des pays à jour, chose dont se félicite le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Cette année, le carême et le ramadan coïncident. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a saisi l'occasion pour faire des dons de vivres aux fêtières chrétiennes, catholiques et protestantes du Mali. La remise faite au cardinal Jean Zerbo et au délégué général de l'AGEMPEM s'est déroulée à l'archevêché de Bamako. Reportage à Fademba Keita.
Ces voix qui s'élèvent sont signes de joie manifeste pour ce don de vivres destiné aux fêtières chrétiennes catholiques et protestantes du Mali. Le cardinal, au nom des deux congrégations, en rappelant certains passages de la Bible qui recommandent la bienfaisance pendant les périodes de soudure, remercie le département de tutelle pour cet acte miséricordieux. Qui parle de miséricorde, en pensant à la situation de notre pays, doit demander à Dieu de donner cette miséricorde à tous les Maliens. C'est dans la mesure où nos cœurs seront miséricordieux que nous pourrons faire face à la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Encore une fois, nous félicitons notre frère pour son engagement afin de soulager les personnes qui sont dans les souffrances, spécialement en cette période. Période de carême pour les chrétiens qui finit dans une semaine, c'est bientôt, et aussi pour nos frères les musulmans. C'est une période phare pendant laquelle les fidèles musulmans et chrétiens implorent leurs prophètes pour la rémission des péchés. Nous vous apportons aujourd'hui ces dons à en vivre pour que nos frères chrétiens et sœurs soient soulagés. Dieu nous rappelle pour que nous soyons toujours davantage unis et que nous soyons toujours rassemblés et que nous soyons toujours dans la convivialité, dans la solidarité mutuelle. Occasion pour le délégué général de l'AGMPM de prier pour le gouvernement de la transition, pour les forces armées qui donnent leur vie pour sauver leurs prochains, pour la cohésion et la stabilité du pays. Et merci pour nos autorités qui vont dans cet esprit de donner au moment où notre peuple a tellement besoin qu'on leur donne la paix, qu'on leur donne simplement la liberté de penser et d'agir comme elles le voudraient. Également, cette action humanitaire à l'association alternative citoyenne Malikoura a procédé à une remise de dons aux veuves de Djelibougou. Le reportage de Saloum Konaté. Partager avec les autres le peu qu'on a, voilà ce qu'enseigne la religion. Ce geste de l'association alternative citoyenne Malikoura en est la parfaite illustration. L'association, à travers son président, remet aux veuves de la commune 1 un don composé de riz, d'huile, du sucre et de vermicelle. Nous sommes toutes contentes. Cette initiative est à saluer. Il y a des orphelins, des femmes qui sont malades parmi nous. Il y en a aussi qui ne mangent qu'une fois par jour. Notre souhait est que ces genres d'actions perdurent. L'autorité communale salue cette initiative. Je félicite également l'association pour ce geste. Un geste qui permet en tout cas à ces familles démunies-là de souffler un peu en cette période. L'appel que je lance, c'est à travers d'autres personnes, en tout cas qui ont aussi les moyens de penser à des gestes de ce genre, qui aussi pourront venir en aide à d'autres personnes démunies. Le geste s'inscrit dans le cadre de ce mois béni. C'est une association qui est très engagée pour les sans-voix. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces femmes veuves ont besoin de la solidarité, de l'accompagnement pour vivre comme les autres durant ces mois bénis. Nous souhaiterons le faire dans d'autres communes et dans les communes rurales en dehors de Bamako. Le président de l'association alternative citoyenne salue l'effort des partenaires qui ont financé cette donation à hauteur de 50%, notamment l'aéroport du Mali et l'usine OPI. Pour la rupture du jeûne, le menu de certaines familles est très riche. Par exemple, sur une même table, on peut avoir de la bouillie, de la soupe de viande, du poisson, du poulet, du riz avec différentes sauces. Le constat est qu'après la rupture, les jeûneurs n'arrivent pas à manger tous ces plats et finalement, le reste de la nourriture se retrouve dans la poubelle. Koumba Sissé et Sidiki Balo nous en parlent. Pendant ce mois de Ramadan, dans certaines familles à Bamako, les ménagères ne parviennent pas à bien gérer les restes de la nourriture après la coupure du jeûne. Pour s'en débarrasser, certaines d'entre elles la jettent dans la poubelle ou la font sécher. On mange ce qu'on peut et on jette le reste. Je prépare le kinkeliba, la bouillie et autres. Si la maisonnée n'arrive pas à tout manger, souvent, on fait sécher le reste des repas.
Et pourtant, cette ménagère est consciente de la mauvaise gestion de la nourriture. Je sais que jeter les aliments dans la poubelle n'est pas une bonne chose. En dehors du mois de Ramadan, je maîtrise la quantité de mes repas. Mais précisément pendant ce mois de Ramadan, souvent, les gens ont de l'appétit, des fois, ils ne l'ont pas. Devant la porte de cette famille, il y avait effectivement de la nourriture dans la poubelle. Mais qui l'a jetée, on n'aura jamais la réponse. Cette nourriture dans la poubelle ne vient pas de chez moi. Peut-être, ce sont les gens qui sont en location qui l'ont jetée. J'ai tout le temps dit aux ménagères de préparer le repas qui nous suffit. Dans la famille Bokoum, la réalité est tout autre. Chez moi, les aliments restent. C'est ce que je préfère même. On peut donner les restes de la nourriture à des personnes qui sont dans les besoins. Que dit la religion sur le gaspillage alimentaire pendant le mois de Ramadan? Je dis dans le Coran, dans Surat Al-Araf, mangez, buvez et ne commettez pas d'excès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne mangeait que quand il avait faim. Et puis quand il mangeait, il ne se rassasiait pas. Aujourd'hui, vous partez souvent à des ruptures de jeûne collectives. Vous avez toutes sortes de nourriture, vous avez les riz, vous avez le poulet, le poisson, juste pour quelques personnes. Et après, la destination finale, c'est quoi? Ce sont les poubelles. Donc, le mois de Ramadan n'est pas un mois de gaspillage. En tout cas, Ramadan ou pas, la nourriture n'a pas sa place dans la poubelle. Car sur cette terre, beaucoup de personnes n'ont pas la chance de manger à leur faim. Tout à fait, Koumba Sissé. Comment labelliser les produits locaux maliens tels le bogolan et le selgem de Taoudini? C'est à cet exercice que se sont attelés les membres du Comité national de labellisation des produits locaux. La rencontre a été marquée également par un exposé détaillé sur l'état des lieux de la labellisation au Mali. Mohamed Kayantao et Makan Diakiti. C'est devant deux membres du gouvernement et les responsables du Comité national de labellisation des produits locaux en indication géographique et marque collective Sigmac Mali que la directrice du Centre malien de promotion de la propriété intellectuelle a fait un exposé détaillé sur l'état des lieux de la labellisation au Mali, une façon d'attirer l'attention du gouvernement sur l'avantage des produits qui sont au centre de cette 4e session. Il s'agit du selgem de Taoudeni et du bogolan du Mali. Il s'agit aujourd'hui de les labelliser en indication géographique pour pouvoir donc revendiquer aujourd'hui la paternité de ces produits-là et leur appartenance au terroir malien. Le mot bogolan lui-même nous édifie suffisamment sur l'origine de cette création de nos génies. Le Mali a toujours été un foyer dynamique de création et de créativité. Et c'est cette créativité de nos artistes, de nos artisans, qui fait que le patrimoine culturel et artisanal malien regorge de produits d'une importance exceptionnelle, des produits comportant une valeur exceptionnelle tant au plan culturel, historique et parfois même scientifique. Si le ministre Guindo a articulé son intervention autour de la promotion culturelle de ces produits maliens au plan national et international, son collègue du commerce s'est plutôt apaisanti sur l'aspect économique. Avec la mise en place de la zone de libre-échange économique, la ZLECAF, il y a aujourd'hui un contexte favorable à l'essor du commerce interafricain. C'est pourquoi il importe que le Mali participe pleinement, tant par la quantité que par la qualité, aux échanges commerciaux des produits locaux à forte valeur ajoutée et jouissant d'une réputation répondant à l'aspiration du marché à travers les IG et les MC. En plus de ces deux produits, il importe de signaler que le Mali vient d'obtenir auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI en juin 2021 sa toute première indication géographique protégée, l'échalote de Bandiagara ou Bandiagara-Diaba. La série de questions et réponses a permis à l'assistance de mieux explorer tous les contours relatifs à l'opérationnalisation du SIGMAC Mali. C'est là afin de valider les cahiers de charges et les projets d'arrêté des reconnaissances nationales du bogolan du Mali et du selgem de Taoudeni en indication géographique.
En 2020, la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM a enregistré un total bilan de plus de 88 milliards de francs CFA. La structure vient de tenir la 24e session ordinaire de son conseil d'administration. Depuis l'année dernière, elle est dans un processus de mise en place d'un mécanisme de lutte contre la fraude dans le régime de l'assurance maladie obligatoire AMO. Le point avec Salimata Ndaou et Sidi Modibo Dambeli. AMO, Sirandala Colombe. 12 ans d'existence avec plus d'1 718 000 personnes immatriculées, la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM améliore d'année en année ses services pour satisfaire les attentes des affiliés au régime de l'assurance maladie obligatoire. Pour cela, l'organisation des conseils d'administration est nécessaire. La structure vient de tenir sa 24e session au titre de l'exercice 2020. 11 rencontres de commissions paritaires entre la CANAM et les structures conventionnées de Bamako et Kati ont été organisées, dont 7 avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, 3 avec le Conseil national de l'ordre des médecins et 1 avec l'état-major des armées. Au 31 décembre 2020, le montant des recettes mobilisées par la CANAM, toutes sources confondues, s'élève à 67 milliards 303 618 825 francs CFA, avec un taux de réalisation de 100,2%. Les cotisations AMO reversées par les organismes gestionnaires délégués, à savoir l'INPS et la CMSS, se chiffrent à 65 milliards 714 543 232 francs. Le total bilan se chiffre à plus de 88 milliards. La CANAM s'est lancée l'année dernière dans la lutte contre la fraude. Nous avons enregistré une augmentation importante du nombre d'immatriculés. Deuxièmement, ce qui est très important, la mise en place d'un nouveau système biométrique qu'on appelle l'Active Premium. C'est un logiciel qui nous permet de lutter très efficacement contre la fraude. La CANAM a dépassé les prévisions de recettes pour l'année 2021. Donc ça nous permettra de renforcer nos acquis, d'aller de l'avant pour aller au régime d'assurance maladie universelle. Le ministre de la Santé, Deminatou Sangaré, a rappelé aux administrateurs l'importance du régime d'assurance maladie universelle, les RAMU, un régime mis en place par les plus hautes autorités pour assurer la sécurité et la protection sociale des Maliens et Maliennes. À présent, le point Covid-19 dans notre pays. Les services de santé ont enregistré ce 14 avril 15 cas positifs sur 561 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès et 106 patients sont sous traitement. Malgré les efforts du gouvernement, le paysan malien devra débourser un peu plus pour le sac d'engrais subventionné au cours de la campagne agricole à venir. En cause, la hausse du prix des engrais sur le marché international. La quote-part du producteur dans ce prix est fixée cette année à 12 500 francs CFA contre 11 000 francs CFA l'année dernière. Mais ne vous fiez pas aux apparences. L'État prend ainsi 60% du prix dans le cadre de la subvention. L'État a vocation à accompagner les producteurs, mais pas à se substituer à eux, selon le ministre du Développement rural. Modibo Keïta l'a dit à Yaya Konaté sur le plateau de l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Quand on prend cette année le DAP, il coûte sur le marché les prix de la CMDT. 31 000 francs CFA, le sac de 50 kg. Bon, la quote-part de l'exploitant a été fixée à 12 500 francs contre 11 000 francs l'année passée. Mais la contribution de l'État est de 18 500 francs. Quand on raisonne en termes de pourcentage, cela veut dire sur les 100% des prix, l'exploitant paye 40% et l'État paye 60%, contre 53% la fois passée. Cela veut dire que l'État, c'était seulement 53%, cette année, il allait à 60%. Et l'année passée, le paysan payait 47% du prix, on l'a rabaissé à 40% du prix. Vous voulez nous dire que l'État il fait plus d'efforts cette année que l'année dernière, malgré le fait que le prix est à 12 500 cette année. Malgré l'augmentation de la quote-part, l'État a fait des efforts en augmentant l'enveloppe allouée à la subvention. Mais il faut reconnaître aussi, lorsque le prix augmente, les quantités vont diminuer, forcément. C'est cette situation que nous connaissons cette année, malgré les efforts de l'État, et pour pouvoir soulager les exploitants, il faut reconnaître que les quantités
que nous allons acquérir cette année ne seront pas aussi importantes que les autres années. Et vous pourrez suivre l'invité de la semaine après les informations météo. Illégal et illégitime, depuis quelque temps, ces deux notions sont sur toutes les lèvres, en tout cas sur celles des animateurs des arènes politiques ou diplomatiques, aussi bien de chez nous qu'ailleurs. Deux termes qui s'apprécient à l'aune juridique ou populaire, certes, mais tous deux porteurs de pouvoir propre. Les mots vedettes du moment au peigne fin de la chronique Un jour, une formule avec Sori Ibrahim Keïta. Illégal et illégitime. Deux notions pas toutes juridiques forcément, pas au même degré tout au moins. Alors, sera illégal tout ce qui est contraire aux prescriptions légales, en langage intelligible et parole de magistrat. Tout ce qui est contraire à la loi est illégal et doit être traité comme tel. Là, on parle d'illégalité. La légitimité, quant à elle, aura une connotation politique. C'est la notion d'adhésion d'une masse critique de personnes, de groupement à une cause. Lorsqu'on traite un individu d'illégitime, du point de vue en fait droit, ça veut dire que vous n'avez pas les différentes possibilités, vous n'avez pas cet appui populaire et ces différentes possibilités vous permettant de revendiquer un certain niveau peut-être de responsabilité. Donc on dit de cette décision une décision illégale. La décision devient illégitime lorsqu'elle ne répond pas, c'est-à-dire au choix du peuple. Il nous arrive souvent en fait de décider que cette décision ne soit pas en fait favorablement accueillie par tout le monde, mais pourtant qui est légale. Donc pour dire que sur le plan juridique, une décision peut ne pas être légitime, c'est-à-dire ne pas être soutenue par tout le monde, et pourtant légale parce qu'elle respecte la loi. Ce qui est recommandé, c'est qu'une décision soit à la fois légale et légitime. Comme quand deux verbes se suivent, les secondes se mettent à l'infinitif, à moins qu'il ne s'agisse d'une gradation. Eh bien, quand légalité et légitimité s'opposent, la seconde s'éclipse, du moins dans le domaine du droit. Autrement dit, force reste à la légalité pure et dure. Voilà, parce que dans la prise de décision, il n'y a pas de sentiment. Alors, puisqu'il n'y a pas de sentiment, la légalité prime sur la légitimité. Une vérité toute relative, car dans l'arène politique, dans la gestion sociale des affaires coutumières, etc., force peut bien rester à la légitimité, aux dépens de la légalité. On vous dit souvent dans le jargon que la loi, elle est dure, mais c'est la loi. L'art du protocole au Mali, enseignement et savoir-faire, c'est le nouvel ouvrage à retrouver désormais dans vos librairies. Mathias Diarra est l'auteur de cette publication. Il s'agit d'un guide adressé à tous ceux qui sont intéressés par le métier du protocole. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi pour la grande édition de demain. Retrouvez Amara Mali Diallo, mais avant, Awama Kamara sera là pour l'édition de 13h. Mois de Ramadan, pensons aux plus démunis. Bonne fin de soirée à tous.